Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. La RDC n'entend pas négocier avec le Rwanda, mais parler avec lui. Ces précisions sont du président de la République, Félix Tshisekedi, lors d'une interview accordée ce mardi à une radio de la place. Et puis le groupe de la Banque africaine de développement, dans son rapport 2024, prévoit une activité économique rigoureuse pour Madagascar, avec une perspective de croissance de 4,5% en 2024. C'est la grande édition, madame, messieurs, bonsoir, bienvenue. La RDC n'entend pas négocier avec le Rwanda, mais parler avec lui. Ces précisions terminologiques sont du président de la République, Félix Tshisekedi. C'était lors d'une interview audiovisuelle diffusée ce mardi. Le président congolais a réaffirmé la position du Congo, Kinshasa refusant catégoriquement toute négociation ou échange avec le M23, qu'il qualifie d'ailleurs de coquille vide. Suivez cet extrait de l'interview accordée à Top Congo, choisi par Fiston Oleko. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, c'est quoi votre problème pour nous laisser tranquilles? Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Brassage, mixage, niet, ça il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. De tester leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Et puis dans la province d'Elituri, les activités socio-économiques ont repris dans 36 villages de chefferie de Baboa, Bakowe et de Babelebe en territoire d'Irumu sous l'empire de groupes armés par le passé. Ces entités sont à ce jour sécurisées par les FRDC à cette période de l'état de siège. Le marché de Mwanga constitue est un carrefour de rencontres de toutes les communautés. Suivez ce reportage de presse militaire d'Elituri. 5 ans après, 36 villages de la chefferie de Baboa Bokowe et celle de Babelebe en territoire du Rumu, de nouveau peuplés de ses habitants. Plusieurs activités socio-économiques ont repris leur cours normal.
C'est le résultat des acquis de paix instaurés par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Le chef du marché de Mwanga, situé à 15 km de Bunia, Katanabo Jérémy, se félicite de la cohabitation pacifique observée dans ce centre de négoce. Les activités au sein du marché évoluent déjà bien. Les gens viennent même de Lipre, Nyangarai, Kato. Même du côté de l'Indou, en tout cas, les gens viennent nombreux. Du côté de Bunia, Koko, Ndibe, Bankoko. Même sentiment exprimé par certaines marchandes. Que les mamans viennent au marché car il n'y a rien à craindre. Tout est calme. Je viens de Bougne, je me sens à l'aise ici. Il n'y a aucun problème. Il faut que les gens viennent au marché comme nous car la sécurité aussi est bien assurée. Chaque dimanche et jeudi, nous avons aimé de se retrouver avec nos frères et sœurs. Par ailleurs, le centre de santé de référence de Mwanga a repris ses services. Son infirmier tutélaire, John Singoma, plaide pour le ravitaillement de cette structure sanitaire en médicaments. Nous sommes dépourvus de certains matériels qui pouvaient nous aider à faire fonctionner les centres de santé, tels que les frigos étaient endommagés. Jusqu'à présent, on a une grande difficulté par rapport à ça. On n'a pas même les frigos pour alimenter, pour servir les vaccins pour les centres de santé. Et puis, on a même manqué des panneaux pour alimenter les centres de santé. On souhaiterait qu'on construise des maisons pour certaines activités préventives telles que CPN, CPS et autres. Signalons que ces entités, autrefois les bastions du groupe armé FPIC, aspirent désormais l'ère de paix avec la présence de FARDC. Ceci témoigne la confiance restaurée entre l'administration militaire et à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu le mardi 6 août 2024 une délégation des conseillers communaux dans son cabinet de travail. Ces élus municipaux ont plaidé pour la tenue des élections de bourgmestre dans le meilleur délai et déplorent son report à répétition. Depuis leurs installations il y a 6 mois, les conseillers communaux n'ont pas reçu aucun financement pour leur mise en place et 95% d'entre eux ne disposent d'aucune infrastructure pour fonctionner. Suivez. Les conseillers communaux ont exprimé leur desiderata au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors d'une rencontre de chance ce mardi 6 août dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Depuis leur installation, il y a 6 mois, les conseillers communaux n'ont reçu aucun financement pour leur mise en place et 95% d'entre eux ne disposent d'aucune infrastructure pour fonctionner. L'objectif de cette rencontre était de discuter de ces questions. Willy Nzembela, conseiller de la commune de Bimpemba au Kasaï central, a pris la parole au nom de tous les conseillers communaux de la RDC pour présenter les principales revendications. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures de travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ces problèmes, c'est une sorte d'incompatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ces problèmes, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les ETD, qui stipule à ce que les conseillers communaux ont droit à une indemnité décente pour assurer leur indépendance. Si vous pouvez peser de votre pouvoir, nous connaissons votre élégance politique, afin que les élections de bourgmestre soient organisées. Cela va ouvrir une voie à une meilleure collaboration au niveau local. Il faut noter que Vital Kamerhe a annoncé qu'il réunira prochainement à Kinshasa le gouverneur de la ville, les différents bourgmestres et les conseillers communaux de la capitale afin de définir un cadre de travail. La ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie, Thérèse Kaikwamba, a reçu tour à tour dans son bureau de travail ce mercredi 7 août l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et celui de Pays-Bas, le 2, pour une première visite officielle. Ils ont parlé respectivement de la situation sécuritaire à l'Est et aussi de la question d'amplifier la diplomatie économique et diversifier les échanges entre les deux pays. Suivez.
Questions stratégiques de sécurité et de coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo, mais aussi les avancées du processus de Luanda étaient au centre d'entretien entre la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur Ingo Herbert. Selon l'ambassadeur, l'Allemagne condamne fermement les attaques du territoire congolais par le Rwanda et rassure par ailleurs son soutien permanent au président de la République et au gouvernement. On a eu principalement deux thèmes. C'était la situation sécuritaire à l'est du pays et les initiatives, particulièrement le processus de Luanda, les négociations à Luanda pour trouver une solution régionale, mais aussi particulièrement avec Rwanda sur la intervention, l'agression de Rwanda en RDC à l'est et avec le soutien de la M23. D'autres thèmes, c'était les relations bilatérales. Comme j'ai souligné, l'Allemagne est à côté de la RDC, ce qui concerne la condamnation de la violation des droits internationaux publics. Le numéro 1 de la diplomatie congolaise a également reçu l'ambassadeur de Pays-Bas dans le cadre d'une visite de courtoisie. Les deux personnalités se sont entretenues au sujet des relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi sur la question incontournable de la guerre dans l'Est. On a discuté les relations bilatérales qui sont excellentes et qui sont là depuis des années. Madame la ministre nous a informé des priorités congolaises et bien sûr on a discuté la situation à l'Est. J'ai réitéré tous nos soutiens pour le processus de Luanda et j'ai félicité Madame la ministre pour le rôle très constructif qu'elle joue dans ce processus. Il est aussi question d'amplifier la diplomatie économique et diversifier les échanges entre les deux pays. Signalons que les pays vont toujours apporter leur soutien aux conflits qui minent le pays. En 2017, ils ont financé les consortiums pour la stabilisation intégrée et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et la question du numérique en RDC a été au cœur d'une conférence organisée ce mardi 6 août 2024 par le think tank Law and Technology, un cabinet d'études regroupant des experts pluridisciplinaires pour traiter des questions juridiques liées au numérique. Cette journée marquant la sortie officielle de ce think tank a également été l'occasion de présenter la première recherche intitulée « L'étude sur les cadres légaux de la protection des données personnelles en RDC » par Prosper Ntetika, président de Law and Technology. Témoin de l'événement, Damani Mujinga et Beni Fombo. L'auditorium du Fleuve Congo Hotel a servi de cadre ce mardi 6 août 2024 à la sortie officielle du think tank Law and Technologies, le premier think tank sur le droit du numérique en République démocratique du Congo. Ce think tank, composé d'experts dans plusieurs domaines, vise à promouvoir la recherche et l'analyse des enjeux juridiques et réglementaires liés aux technologies numériques en RDC. L'événement a réuni diverses personnes intéressées par les questions numériques. La protection des données personnelles en RDC a constitué le noyau de leur première étude, présentée par Prosper Ntetika, président du think tank, qui a expliqué les raisons de la création de cette organisation. Aujourd'hui, nous avons démontré et présenté à l'occasion de notre lancement officiel la première étude qui a été menée par le think tank Law and Technologies, qui porte sur le cadre légal de la protection de données personnelles en République démocratique du Congo, qui a débouché sur certaines recommandations au gouvernement, au secteur privé. C'est ce genre d'exercice que nous allons faire régulièrement. L'activité du think tank Law and Technologies, c'est comme on l'a dit, faire la rencontre du droit et des technologies. Et cette rencontre du droit et des technologies passe par les instruments juridiques qui existent. Vous avez parlé du Code du numérique, c'est un texte important dans le paysage juridique du numérique de notre pays. Nous avons également d'autres instruments juridiques, quelques-uns ont été évoqués, mais l'idée pour nous, c'est que nous puissions, pas seulement, comme on l'a dit, avoir des textes de loi, mais bâtir derrière ces textes une vraie culture juridique du numérique. Et donc, c'est aussi cette mission-là qui va justement
faire que nous puissions adopter, sinon orienter nos axes d'action sur les questions qui sont aujourd'hui couvertes par les textes, à l'instar des données personnelles qu'on a présentées. Notre thématique et notre démarche, c'est d'aller sujet par sujet pour que justement nous puissions, comme on l'a dit, contribuer. Parce que c'est ça le plus important pour nous. Nous voulons être un organe qui contribue en la promotion et la construction du droit du numérique en République démocratique du Congo. Une initiative saluée par le ministre des Postes, Télécommunications et Numérique qui a officiellement lancé le think tank. Je déclare ainsi le lancement officiel du think tank Law and Technology en République démocratique du Congo, à qui je souhaite bon vent et des beaux jours. Que vive! Augustin Kibassa Maliba a profité de l'occasion pour souligner l'importance de réfléchir continuellement sur le droit du numérique en cohérence avec l'évolution rapide de la technologie. C'est vraiment pour moi une fierté de voir des Congolais jeunes qui s'organisent dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, la technologie avance plus rapidement que la loi. La loi a un processus, la technologie, c'est tous les jours qu'elle change, elle avance, elle est en perpétuel devenir. Et donc, il faudrait qu'à un certain moment, que nous puissions avoir des gens qui réfléchissent aussi vite que la technologie pour qu'à un certain moment, qu'on ne soit pas en déphasage entre les lois que nous avons et l'évolution de la technologie. Ce qui est certain, j'ai fait la promesse que nous allons les accompagner. Le think tank Law and Technologies a pour mission de promouvoir un environnement juridique propice au développement technologique en République démocratique du Congo de manière responsable et inclusive dans le cadre de la prise de décision politique. Toujours au terme du lancement officiel du think tank Law and Technologies, certains invités ont exprimé leur soutien à cette initiative et ont partagé leur impression. Suivez. Je pense que c'est une très bonne nouvelle que des juristes et des spécialistes de la technologie digitale s'allient pour être force de proposition, pour pouvoir mettre à niveau le droit congolais avec les évolutions technologiques du digital. C'est une très bonne nouvelle que plusieurs acteurs de la société civile, de l'entreprise et du monde des affaires publiques se mettent ensemble au sein de ce think tank. Pour l'AFEC, c'est très important pour le monde entrepreneurial, c'est très important d'avoir un acteur qui opère dans ce sens parce que nous manipulons beaucoup de données. Les données sont parfois mal comprises et non identifiées. Et donc, pour un entrepreneur, c'est important de savoir quelles sont les limites dans l'exercice de son activité, de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, là où je dois encadrer aussi bien mon personnel que mon activité pour que cela ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux. C'est un think tank qui regroupe des compétences locales et qui porte principalement sur une étude qui a un caractère, on va dire, national, mais qui peut et devrait avoir un rayonnement international vu l'importance du sujet qui porte principalement sur les données à caractère personnel. Et donc, en termes de relations avec le Congo-Brazzaville, c'est de la collaboration comme on le souhaite, à l'image des données qui n'ont pas de frontières. Nous devons lever tous les obstacles qui empêchent à notre sous-région de toujours être perçu. Je dis bien perçu parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent, comme pas toujours assez informé sur les sujets du moment d'actualité qui touchent le numérique. Cette activité est vraiment à encourager. C'est une très bonne initiative, surtout que ça parle justement du droit qui est d'actualité, le droit du numérique, le droit qui concerne absolument tout le monde. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir un cadre juridique qui porte sur toutes ces questions qui touchent absolument toute la population. Et c'est vraiment à encourager de voir que des jeunes puissent porter une telle initiative aujourd'hui. Le numérique entre un peu dans tous les domaines de la vie, notamment comme je me suis présenté en tant qu'interne en médecine, notamment en médecine avec le traitement de données personnelles relatifs à la santé. L'enjeu du numérique est tel qu'il faudrait forcément un cadre légal, un cadre juridique qui va accompagner un peu l'utilisation des données numériques. Et ce centre de recherche, ce centre de chercheurs, de réflexion est d'un appui considérable, je pense, pour justement réglementer toutes ces choses.
mener des études en vue d'identifier les classes moyennes congolaises et leur stratification sur l'ensemble du pays. C'est l'une des missions fondamentales de l'Agence pour la promotion de la classe moyenne. C'est dans ce cadre qu'elle a entamé une de pourparlers avec Target Sarel, un cabinet d'études et consulting basé à Kinshasa. Suivez. Au cours de cette réunion de prise de contact, Aprocem et Target SARL se sont montrés favorables pour la mise en place d'un cadre de collaboration. Les deux structures ont discuté sur le mécanisme de formalisation d'un cadre de partenariat. Déjà, nous remercions la direction d'avoir pensé à nous. Nous sommes un cabinet spécialisé dans les statistiques, dans les analyses de marché. Et l'Aprocem est également spécialisé pour la promotion des classes moyennes. Donc il y a cette possibilité-là de collaboration et c'est de ça dont on a parlé tout à l'heure. Et comme on a dit, on va voir dans quelle mesure formaliser ça dans les jours à venir. Une des missions de l'Aprocem, c'est de mener des études en vue d'identifier les classes moyennes congolaises et leur stratification sur l'ensemble du pays. Parlant de classe moyenne, le chef de la délégation de Target a soutenu l'approche basée sur la contextualisation des données. Déjà au niveau des données, par exemple, combien la classe moyenne aujourd'hui, comme on a dit, on doit contextualiser la classe moyenne de Kinshasa, la classe moyenne de l'intérieur. Chaque région peut avoir ses particularités et nous pouvons arriver à mettre en place des indicateurs et des mécanismes de description qui peuvent être clairs. Et là, comme on a dit, il y a 6 antennes qui doivent être ouvertes d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on peut y aller petit à petit pour voir dans chaque endroit où Aprocem pourra être installé, comment arriver à décrire la classe moyenne et surtout à produire des statistiques. La mise en place d'un cadre de collaboration entre les deux institutions va être bénéfique pour le pays. C'est en ce sens qu'il va permettre aux décideurs politiques de prendre des mesures idoines afin de rectifier la trajectoire de leur politique. Et en sport, l'international congolais Chancel Mbemba a été mis à pied par la direction de l'Olympique de Marseille. L'OM reproche à son joueur de s'être mal comporté avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, respectivement président et directeur sportif. Blaise Kuzola. Cette histoire ressemble à l'adage qui dit « Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage ». L'Olympique de Marseille, via sa direction, semble passer à l'étape supérieure à propos du feuilleton concernant le Congolais Chancel Mbemba. Après l'avoir mis à l'écart du groupe depuis un moment, l'OM a cette fois-ci mis à pied le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, décision prise mardi pour un incident survenu lundi dernier selon les informations relayées par la presse française. D'après les médias RMC Sport, le club phocéen reproche à son joueur de s'être mal comporté avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, respectivement président et directeur sportif du club. Pourtant, la version concordante de plusieurs témoins de cet ennui va dans le sens de contredire le club. Selon eux, le dirigeant aurait parlé avec véhémence au numéro 99 de Marseille, un égarement de manière vite recadré par les demi-dieux Chancel Mbemba. Du moins, l'ancien défenseur des MK est sanctionné et privé d'enfiler les maillots du club français qui s'illustre encore dans un comportement indigne envers un autre Congolais. Après l'ingratitude affichée à Cédric Bakambu, Chancel Mbemba est la nouvelle victime d'une attitude inacceptable. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, le groupe de la Banque africaine de développement, dans son rapport au pays 2024, prévoit une activité économique vigoureuse pour Madagascar avec une perspective de croissance de 4,5% en 2024 qui devrait grimper à 5,3% en 2025. La croissance de la grande île était de la 4,4% en 2023 contre 4,3% en 2022. Rachel Musenga au commentaire.
Les rapports dont le thème est impulser la transformation de Madagascar par la réforme de l'architecture financière mondiale a été publié mercredi 31 juillet 2024 à Antananarivo par les bureaux pays de la Banque en concertation avec le gouvernement de Madagascar. Les représentants gouvernementaux, notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la directrice cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, des administrations publiques et du secteur privé, de la société civile et de partenaires au développement de la Grande Île ont pris part aux échanges riches et constructifs autour de ces rapports. Et puis Maroc Télécom est présent dans 10 autres marchés d'Afrique en plus de son marché domestique. Il s'agit de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Togo, du Niger, de la Centrafrique et du Tchad. Rachel Misenga toujours. Le groupe des télécommunications Maroc Télécom a investi 3,2 milliards de dirhams, soit 326,1 millions de dollars, dans ses activités au cours du premier semestre 2024. Cela représente une hausse de 9,8% par rapport aux 2,9 milliards de dirhams investis au cours des 6 premiers mois de l'année financière 2023. Sur la somme totale investie, 22 millions de dirhams ont été consacrés à l'acquisition de licences et des fréquences. Maroc Télécom a investi 1,5 milliard de dirhams au Maroc, contre 1,67 milliard de dirhams dans l'ensemble de ses filiales Move Africa. Ces différents investissements ont permis à l'entreprise de porter son parc d'abonnés à 78,4 millions de clients, soit une augmentation de 5,1% en glissement annuel. Les indicateurs financiers sont restés plus ou moins stables. Les chiffres d'affaires consolidés du groupe est passé de 18,3 milliards de dirhams à 18,2 milliards de dirhams. Les bénéfices avant intérêts, d'impôts, dépréciation et d'amortissement a baissé de 1,9% pour s'établir à 5,9 milliards de dirhams. Les résultats nets ajustés du groupe a augmenté de 0,3%, soit 2,94 milliards de dirhams. Pour l'année 2024, à périmètre de change constant, Maroc Télécom vise un chiffre d'affaires stable, un EBITDA stable et un CAPEX hors fréquences et licences d'environ 20% du chiffre d'affaires. La société s'attend également à ce que son résultat net et sa dette de fin d'année soient significativement impactés par la provision du litige Wana Corporate. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. La RDC n'entend pas négocier avec le Rwanda, mais parler avec lui. Ces précisions sont du président de la République Félix Tshisekedi lors d'une interview accordée ce mardi à une radio de la place. Et pour le groupe de la Banque africaine de développement, dans son rapport 2024, prévoit une activité économique rigoureuse pour Madagascar avec une perspective de croissance de 4,5% en 2024. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.